Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière. On ne va pas parler de smartphone, d'objets connectés ou de réseaux, mais plutôt d'un service qui vient tout juste d'arriver en France. Et ce service, bien sûr, c'est Disney+. Alors si vous ne le connaissez pas encore, sachez que Disney+ est en fait à Disney ce que Netflix est à Netflix. Concrètement, le service se positionne sur un segment, sur un marché équivalent, et l'idée finalement, c'est de nous donner accès à un vaste catalogue de films, de séries, en échange d'un abonnement mensuel. Alors à la base, Disney+ devait arriver en France fin mars, et en fait la mise en place du confinement a poussé le gouvernement français à prendre des mesures un peu drastiques et a demandé du coup à Disney de reporter le lancement de son service d'une semaine. Alors pourquoi un tel report? En fait c'est assez simple, le gouvernement français craignait un nouveau tunnel d'engorgement. C'est vrai qu'aujourd'hui la plupart des Français sont chez eux, sont confinés chez eux, et du coup beaucoup se rabattent vers toutes les plateformes de SVOD. Sauf que voilà, si Netflix dispose de sa propre infrastructure, ce n'est pas le cas de Disney+, qui emprunte du coup l'infrastructure d'Orange. Il y avait donc un risque réel en termes d'engorgement, ce qui a poussé Emmanuel Macron et ses ministres à demander à Disney de reporter d'une semaine le lancement de sa nouvelle plateforme. Et donc une semaine plus tard, Disney+ est enfin disponible dans l'Hexagone, et on va voir ensemble un petit peu ce que propose le service. Alors petite précision importante, cette vidéo est tournée complètement en freestyle, je n'ai absolument jamais testé Disney+, je ne sais même pas à quoi ressemble le service, et j'ai donc le découvrir en même temps que vous. J'en appelle donc à votre compréhension. Alors concrètement, je viens de m'inscrire sur Disney+, et je viens de souscrire à la période d'essai. Alors ça c'est très important, sachez qu'avec Disney+, vous avez 7 jours offerts. Vous allez donc pouvoir découvrir gratuitement le service, la plateforme et son contenu pendant toute une semaine. Sauf que voilà, au niveau de l'inscription, c'est un petit peu archaïque. Vous allez devoir bien évidemment montrer patte blanche et donc indiquer votre mail, définir un mot de passe. Mais vous allez aussi devoir enregistrer vos coordonnées bancaires. Et concrètement, cela veut dire que ce sera à vous de penser à vous désabonner de Disney+ avant la date butoir. Donc concrètement, si vous vous inscrivez maintenant, le 7 avril, vous devrez penser à vous désabonner avant le 14 avril. Si vous ne le faites pas, eh bien l'abonnement vous sera automatiquement facturé. Et là, bien sûr, tout dépendra de la formule souscrite durant l'inscription. Concrètement, vous avez deux formules au choix. La formule mensuelle qui est facturée 6,49 € par mois et la formule annuelle qui vous reviendra à 64,99 € par an. Mais trêve de bavardage, on va directement se pencher sur Disney+ et on va voir un petit peu à quoi ressemble le service. Alors donc là j'arrive sur l'écran d'accueil en fait qui apparaît dès qu'on s'est abonné. Donc Disney+ me souhaite la bienvenue, il me propose deux actions. Au choix, je vais pouvoir regarder directement Disney+ ou ajouter des profils. Alors là bien sûr tout va dépendre de votre configuration, ou plutôt de la configuration de votre foyer. Si vous êtes tout seul, vous pouvez vous contenter du profil défini par défaut. En revanche, si vous vivez avec des enfants, il vaudra mieux définir différents profils par enfant, histoire d'éviter que tout le monde se télescope. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais créer un profil pour voir un petit peu comment ça se présente. Donc, premier objectif, définir une icône. Et là, bien entendu, il sera impossible de ne pas choisir Baby Yoda. Donc ça, ce sera mon profil. Donc Fred, hop là, j'enregistre. Et mon profil a été automatiquement créé. Donc maintenant je vais créer un deuxième profil pour ma fille. Et là on va choisir, qu'est-ce qu'on va choisir? Ah là là, il y a du choix quand même au niveau des avatars, on a quand même beaucoup de choix. Et on a surtout une répartition par type en fait, par collection. On a les avatars à la une, les avatars de Disney, de Marvel et ainsi de suite. Donc pour ma fille, je pense qu'on va partir sur Dark Vador parce qu'en ce moment elle est un petit peu dynamique. Hop, je saisis son nom. Et là en revanche, comme j'ai créé mon profil et que maintenant je crée un second profil, là je vais pouvoir dire à Disney+ qu'il s'agit ou non d'un profil enfant. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que si vous créez un premier profil, ce sera fatalement un profil adulte et donc ce sera votre profil. Et ensuite vous pourrez définir ou pas des profils enfants si besoin est. Donc concrètement, quelle est la différence entre un profil adulte et un profil enfant? J'imagine que c'est un peu le même système qu'avec Netflix et qu'en gros avec un profil enfant on n'aura pas accès au contenu adulte.
Ce sera en tout cas dans l'ordre des choses. Donc là, c'est une enfant, je lui finis le profil, j'enregistre. On ira voir de toute façon après comment se présente son profil. Là du coup on va se connecter avec mon profil, Baby Yoda. Et on arrive donc sur la page d'accueil de Disney+. Et sans grande surprise, on a quand même un gros focus qui est fait, je reviens en arrière, sur The Mandalorian, qui est un petit peu la série à ne pas louper sur Disney+. Si vraiment il y a un programme que vous devez regarder en priorité, c'est celui-là, il est tout simplement exceptionnel, et je pèse encore mes mots. Donc concrètement, sur la page d'accueil, on a d'abord un diaporama avec tous les contenus mis en avant par Disney+, et ensuite on va retrouver 5 catégories principales, 5 catégories de navigation, 5 univers de navigation, ce qui facilitera évidemment la navigation au sein du service de la plateforme. On a donc le premier univers qui est consacré à Disney, donc toutes les productions Disney. On a ensuite un univers qui est consacré à Pixar, bien sûr, un autre à Marvel, un autre à Star Wars et un autre à National Geographic. Et là, je vais m'arrêter un instant quand même pour vous donner une précision, c'est que sur Disney+, on ne va pas uniquement retrouver des dessins animés ou des films, on va aussi trouver des séries, des documentaires. Donc on a quand même un catalogue qui est assez vaste, qui est assez conséquent, ce qui devrait être plutôt positif pour Disney, puisque ça devrait lui permettre d'imposer plus facilement son service sur le marché. Marché ultra concurrentiel s'il en est. Donc nous, en ce qui nous concerne, on va descendre un peu plus bas, et là on va voir qu'il y a d'autres bandeaux avec différents contenus qui sont mis en avant. On a les contenus originaux, bien sûr, mais ça je pense que... Voilà, tout comme Netflix, c'est le genre de choses qu'il faut mettre en avant puisque ça fait partie des caractères distinctifs d'une plateforme à une autre. Ensuite, on a les plus grands succès. Alors, on ne sait pas encore comment Disney+ calcule la popularité d'un show. J'imagine que c'est par rapport au nombre de minutes de consultation, au nombre de consultations. Mais en tout cas, Avatar occupe évidemment la première place du podium. Et derrière, on retrouve aussi quand même le dernier Pirate des Caraïbes, je crois, Ratatouille. Avengers, alors c'est lequel celui-là? Je crois que c'est l'âge d'Ultron. Non, c'est The Avengers tout court, d'accord, qui visiblement est plutôt populaire. Alors j'en reviens en arrière. On a Le Réveil de la Force, bien sûr. Donc on a quand même des programmes qui sont relativement récents. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en France, on a quelque chose qui s'appelle la chronologie des médias, et qui fait qu'en gros, une plateforme de SVOD ne peut pas proposer un contenu trop récent, un film trop récent. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage parce que du coup ça freine un peu. Ensuite on a un focus sur les films d'animation, évidemment La Reine des Neiges, Vaiana, Vice Versa, Réponse, que des productions qui sont vraiment de premier ordre. Et on peut faire défiler à chaque fois évidemment chaque bandeau, et on a pas mal de contenu quand même. C'est assez impressionnant pour un service qui se lance, j'entends bien. Après, nous avons une sélection. Alors, cette sélection pour vous, je suppose qu'ici, on va retrouver finalement les recommandations de la plateforme, des recommandations qui vont varier en fonction du contenu qui est consulté. Et c'est là que les profils prennent toute leur importance. Voilà, chaque profil aura du coup ses propres recommandations, et c'est bien, c'est très bien, parce que croyez-moi, quand j'ai commencé sur Netflix, j'avais créé qu'un seul profil, que je partageais avec ma femme bien sûr, mais également avec ma fille, et même mes belles-filles. Et du coup, je me ramassais avec du Peppa Pig à tirer l'arigot. Là au moins, voilà, avec des profils différents, on pourra faire un peu plus de ménage. On a l'univers Marvel aussi, donc ça c'est assez sympa. D'ailleurs, on va voir un petit peu comment se présentent les univers proposés. Et on va partir sur l'univers Star Wars, bien sûr, qui est quand même très représentatif. Donc chaque univers, on a évidemment le nom de l'univers, une petite image en fond, plutôt une vidéo d'ailleurs en fond. Et puis ensuite, on a les différents contenus associés, des contenus qui sont organisés en fonction de leur type. On a les séries, les films, les courts-métrages avec les productions spéciales. Donc ça, j'imagine que c'est tout ce qui a trait au making-of, au documentaire. Et puis on a des collections, on a une collection pour Dark Vador. Et on a aussi, par exemple, la possibilité de regarder les productions Star Wars à travers le temps. Donc, du coup, là, on a les productions qui sont présentées par ordre chronologique. Voilà, donc on a d'abord l'épisode 4 qui est le plus ancien, l'épisode 5, l'épisode 6, et puis après on enchaîne avec la nouvelle trilogie, épisode 1, 2 et 3. Et j'imagine qu'ensuite on rebondit sur toutes les séries effectivement intermédiaires. C'est assez bien foutu d'ailleurs parce que ça permet d'avoir une autre vision en fait sur l'univers que l'on suit.
et de regarder finalement, ou de re-regarder tous les contenus en respectant quand même un certain ordre. Donc c'est plutôt intéressant. Après, l'ordre en lui-même est plutôt discutable. Moi, j'avoue que j'aurais préféré que ce soit ordonné par ordre chronologique, mais en fonction de l'histoire, et donc d'avoir l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4, l'épisode 5, et puis ensuite toutes les séries qui vont avec. Là, j'ai l'impression qu'ils sont partis sur plus sur un ordre dépendant de la date de parution. Donc c'est un petit peu... voilà. Ah, il y a Rogue One. Ah oui, il y a quand même pas mal de choix, donc c'est plutôt sympa. Si je veux accéder à la fiche d'une production, je clique sur la vignette, et donc là, on retrouve une présentation quand même qui rappelle beaucoup celle de Netflix. On a le nom du show, bien sûr, avec une image en fond. Voilà, donc très bon choix pour The Mandalorian, bien sûr. On a le bouton de lecture, le bouton plus qui permet d'ajouter le programme à la liste de lecture, donc une espèce de playlist globale dans laquelle on pourra ranger tous les shows qu'on a envie de regarder. Et puis bien sûr on a l'âge minimum, la date de parution, le nombre de saisons, le genre, et un bref descriptif avec en dessous les épisodes. Donc ici en l'occurrence pour The Mandalorian, vous n'avez accès pour le moment qu'aux 4 premiers épisodes, et il faudra attendre un petit peu pour retrouver les 4 épisodes supplémentaires. Alors ça c'est clairement très pénible. Voilà, mais c'est un levier marketing. Disney doute bien que en une semaine, les gens ont le temps de binge-watcher The Mandalorian. Donc là, du coup, en échelonnant un peu la sortie des épisodes, ça permet de ferrer le poisson, comme on dit, et puis de s'assurer que les gens conservent leur abonnement. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'en plus de la liste des épisodes, on va aussi avoir des suggestions. Donc ça peut être sympa si on veut ouvrir sur d'autres productions. Donc là, en revanche, la pertinence, oui, elle est là, mais on reste toujours sur l'univers Star Wars. Bon, voilà, et ça reste assez succinct, je vais dire, dans le sens où on retrouve tous les épisodes, les séries habituelles. Bon. On a les bonus, ça c'est plutôt sympa, sauf que malheureusement on n'a que les bandes annonces. Alors je ne sais pas si on pourra retrouver des making-of. Je vais essayer de revenir en arrière et d'aller chercher par exemple La Menace Fantôme, qui est un peu plus vieux. Et dans les bonus, et là en revanche, voilà, là j'ai plus de choses et c'est quand même très cool parce qu'on va retrouver des scènes coupées. Et ça c'est plutôt chouette puisque ces bonus là généralement sont dans les Blu-ray. On a les scènes coupées, par contre pas de making of. Ça c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé avoir un truc peut-être un peu plus axé sur le fan service. Et puis bon, dans l'onglet détails, on a toutes les infos liées au show avec la description complète, la durée, la date de sortie, le genre, les acteurs et compagnie. Et bien sûr, ah non, on ne peut pas cliquer sur le nom des acteurs. Alors ça c'est un peu con. Moi j'aurais bien aimé, par exemple, je sais pas, je regarde un film, je trouve que le rôle principal est génial, je vais sur la fiche de l'acteur et je peux retrouver du coup les autres productions qui sont sur la plateforme. J'aurais aimé un système comme ça viendra peut-être par la suite, on verra. Donc je repars sur l'accueil. Donc en plus des univers et des bandeaux, là où on a un petit menu qui va nous permettre d'accéder à des programmes un peu plus rapidement. Donc on a l'accueil bien sûr, on a la recherche. Donc la recherche, c'est, voilà, je vais pas vous décrire le fonctionnement d'un moteur de recherche parce que franchement, voilà, vous devez connaître déjà. Donc on saisit un titre, un personnage, un sujet, n'importe quoi. On lance la recherche et on a évidemment une grille qui va afficher tous les résultats associés. Mais avant même de lancer la recherche, on a quand même une partie qui permet d'explorer différemment le contenu de Disney+. Et donc on a un focus qui est fait sur des collections. Alors ça c'est assez cool, j'avoue que je n'avais pas entendu parler. Donc on a visiblement, en plus des univers, en plus de, on va dire, des suites, on a des collections précises qui regroupent certaines productions. Donc là, si je vais voir dans les princesses, par exemple, j'imagine que je vais retrouver voilà, toutes les princesses de Disney. On a la Reine des Neiges, on a Vaiana, Réponse, Aladdin, bon voilà pourquoi pas, La Belle et la Bête, Cendrillon et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'en fin de compte ça offre un autre niveau de navigation au sein de la plateforme. Et là on en vient finalement au principal problème de tous ces services-là, notamment Netflix, c'est que vous avez beaucoup de contenu sur ces plateformes, mais généralement c'est un vrai casse-tête pour pouvoir retrouver le contenu, pour naviguer au sein de ce contenu. Vous avez effectivement des thèmes qui sont mis en avant, voilà, les séries de science-fiction, les films de science-fiction, les films d'animation. Mais je trouve que le fait de regrouper aussi certaines productions en collection, pour moi c'est plutôt judicieux, parce que ça permet aussi à une personne lambda de découvrir d'autres contenus qui sont associés au film ou à la série qu'il vient de regarder. Donc ça c'est plutôt cool, je trouve que c'est vraiment futé.
Ensuite, on a la liste, qui là, en l'occurrence, est vide, puisque je n'ai ajouté aucun programme. Et après, on a 3 autres rubriques. On a d'abord les originaux. Alors, donc ça, ce sont les productions originales qui sont propres à Disney+, que vous ne pourrez pas retrouver ailleurs. Donc bien sûr, on a The Mandalorian, on a The Clone Wars, que j'avais d'ailleurs, qu'il faudra que je reprenne d'ailleurs, pour le coup. Et puis on a d'autres productions bon, qui sont peut-être moins pertinentes, on va dire. Enfin, qui sont en tout cas peut-être moins populaires. Voilà, donc là, on va retrouver tous les films, toutes les séries qui sont produites par Netflix. Et on a d'ailleurs j'ai pas fait attention, mais si on remonte ici, par exemple, on voit bien qu'on a des subdivisions par série, par film, mais aussi par court-métrage. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'avec Pixar, il y a quand même beaucoup de choix au niveau des courts. Et puis nous avons ici les séries, avec une petite liste de déroulante qui va nous permettre de changer rapidement de thématique. On va pouvoir basculer de toutes les séries aux séries action-aventure, aux animations, aux comédies, aux séries documentaires et aux séries pour les enfants. Et bien sûr, on retrouve les Simpsons, ce qui fera vraiment plaisir à mes belles-filles. Voilà, là je crois que je vais pouvoir les occuper pendant quelques mois de confinement, puisqu'on a quand même 30 saisons qui sont distribuées sur Disney+. Ouais, 30 saisons, c'est assez dingue. Et alors je sais pas par contre, au niveau du format, est-ce qu'on reste sur un format original, on va dire, ou qui a été retravaillé? J'ai l'impression qu'ils ont retravaillé un petit peu les formats, parce que les Simpsons, si vous vous souvenez bien, je vais me mettre en pause, les premiers épisodes étaient vraiment dans un format dégueulasse, avec format 4/3 et tout. Là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même adapté le format à la plateforme, donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, puisqu'on y est, au niveau du lecteur, là encore, pas de grosse surprise, on se sent vraiment en terrain conquis. On a ici un bouton pour revenir en arrière, ou pour voir quel épisode on est en train de consulter. Là, on a, j'imagine, le bouton des sous-titres et de l'audio. Alors, bien sûr, ça va dépendre d'un show à un autre, mais là, en l'occurrence, pour les Simpsons, on a quand même beaucoup de choix. On va pouvoir les mettre en allemand, en anglais, en espagnol, en français ou en italien. Et au niveau des sous-titres, on a aussi de quoi faire, donc ça, c'est plutôt chouette. Là, je vois un petit bouton. Alors, ce petit bouton va nous permettre de personnaliser le fonctionnement, enfin l'apparence, pardon, des sous-titres. On va pouvoir choisir la police, on va pouvoir choisir la couleur, la taille. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça permet de s'adapter un peu à tous. Voilà, je sais qu'on ne voit pas tous les choses de la même manière. Et je pense que des gens qui ont des problèmes visuels seront ravis de pouvoir agrandir la police des sous-titres. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en dehors des sous-titres, ici, on a bien sûr la timeline avec le bouton qui permet de revenir 15 secondes en arrière, le bouton de pause ou de lecture, le bouton qui permet d'aller de 15 secondes en avant, le volume, et ici c'est pour le plein écran. Voilà, là je bascule en plein écran et je peux profiter à fond de mon contenu. Voilà, donc ce qui est plutôt cool. Donc ouais, effectivement, il y a un boulot qui a été fait quand même sur le format des Simpsons, donc c'est plutôt bien. Que dire d'autre? C'est à peu près tout, on a fait le tour, j'ai l'impression. Le contenu, je trouve que pour un lancement de service, c'est pas mal, voilà, c'est pas mal. Alors c'est vrai que j'avais été assez déçu par Apple TV+, dans le sens où, même si on a des productions qui sont vraiment géniales, comme Si, qui est monumentale, voilà, on n'a pas encore beaucoup de choix. Là, vraiment, Disney a capitalisé à fond sur ses licences, et on a du coup un service qui débarque avec beaucoup de choix. Alors, beaucoup de choix, mais on est toujours handicapé par cette fameuse chronologie des médias qui m'a toujours agacé, je vous le dis franchement, et qui empêche du coup tous les gros acteurs du marché de proposer des contenus récents. Si on n'avait pas cette chronologie des médias, on pourrait du coup découvrir des contenus beaucoup plus récents, notamment le dernier Star Wars et autres. Et là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, on pourra toujours passer par un VPN pour faire croire au service qu'on est basé aux États-Unis ou ailleurs. Bref, un endroit où il n'y a pas la chronologie des médias. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage quand même d'être paralysé en France par ce texte de loi qui n'est pas tout jeune et qui a été voté à l'époque des DVD, des locations de DVD. Donc vous imaginez qu'on ne peut pas dire qu'il soit vraiment très actuel. Alors je pense que je vais m'arrêter là parce que finalement on a fait quand même le tour du service, on a vu un peu comment étaient organisées les différentes rubriques, on a vu comment fonctionnait le lecteur, comment on pouvait
personnaliser les sous-titres. Donc je pense qu'on a fait un tour d'horizon qui est relativement complet. Maintenant, ce que je peux en dire, alors j'ai pas de recul du tout, donc je peux pas juger de la pertinence du catalogue, mais au moins je peux dire que ce catalogue, il est drôlement dense. Je ne m'attendais pas à avoir autant de production en fait sur Disney+. Je pensais vraiment avoir un peu moins de show, du moins au lancement du service. Donc là on sent quand même que Disney a tiré pas mal de balles, et j'imagine bien sûr que la firme a gardé quand même quelques cartouches pour les semaines à venir, histoire de maintenir intact l'intérêt du public. Donc c'est plutôt un bon départ. Moi j'avoue que je suis assez séduit par ce que propose Disney+. Et la question qui va se poser finalement, c'est de savoir si je vais ou non conserver l'abonnement. Alors pour l'instant, je ne le sais pas encore, cette semaine sera cruciale, pour moi bien sûr, mais aussi pour ma femme et mes enfants, parce que voilà, c'est une décision collégiale, puisque ça concerne un peu tout le monde. Mais disons que là, concrètement, je me tournerais plus volontiers vers Disney+, que vers Apple TV+, rapport au contenu. Après, le prix, moi, il me semble assez pertinent, tout en sachant qu'on n'a qu'un seul abonnement, toute qualité confondue, contrairement à Netflix, où il faut mettre quelques euros de plus pour avoir accès à la 4K. Alors, en revanche, et ça je ne l'ai pas dit, mais il faut quand même le préciser, c'est que pour le lancement de Disney+, la firme a choisi de désactiver la 4K et l'Ultra HD pour éviter justement d'engorger les réseaux. Donc on est limité au maximum au Full HD, au 1080p. Bon, maintenant ceux qui sont en ADSL comme moi, bien sûr, ça ne changera pas grand chose, mais si vous avez la fibre par exemple, bien sachez que pour l'instant, vous ne pouvez pas accéder au show en 4K, ce qui est un petit peu dommage, il faut bien l'avouer. Bref, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo un peu freestyle vous a plu. Si c'est le cas, on en fera d'autres. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!